Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur Van den Broek, président également de Limoges Métropole, vous êtes en terrain familier ici, puisque vous êtes l'ancien maire de Saint-Jules-Martel et le créateur de ce salon international de dessin de presse et d'humour, et fondateur également, créateur de ce bâtiment. Bien, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire, cher Joël, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les agents, je suis évidemment ravi de vous accueillir dans cette salle que je connais bien, dans cette commune que je connais bien, pour en avoir été, pour en être encore d'ailleurs, le modeste conseiller municipal, et élu depuis 32 ans, je crois. Je vous remercie donc d'être venu des départements limousins pour assister à cette conférence régionale pour l'emploi organisée par les centres de gestion, et je salue les personnes qui ont permis la tenue, toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont permis la tenue de cette manifestation, de cette journée. Je sais évidemment ici combien la liberté d'expression est précieuse. La salle que vous aurez l'occasion tout à l'heure et ce qu'elle contient de visiter en est la preuve. Je sais combien la liberté d'expression est précieuse et je sais aussi que quand on s'adresse à un public averti, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a deux façons de faire. Soit effectivement on entre dans une forme de lyrisme, d'enthousiasme, avec une volonté de persuasion, soit on est dans un domaine qui est peut-être plus technique, plus respectueux des préoccupations qui sont les vôtres, et c'est évidemment sur ce dernier point que je vais me tenir. Nous ne sommes pas ici pour accompagner la mort d'une région. Nous ne sommes pas ici pour nous lamenter sur la fin administrative du Limousin. Nous sommes ici pour prendre acte de ce que la loi a décidé, d'une évolution administrative, et pour faire en sorte que cette évolution administrative se passe dans les conditions non seulement les meilleures possibles, mais dans les conditions les plus profitables possibles pour la région Limousin, qui en tout état de cause continuera demain, même si son statut purement administratif n'existera plus. Le contexte législatif, après beaucoup d'hésitations, après beaucoup d'allers-retours, après l'examen par les chambres, évidemment, après les positions du gouvernement, ce contexte législatif aujourd'hui, il est stabilisé, il est fixé. La loi portant cette nouvelle organisation territoriale de la République a été promulguée le 7 août dernier. Elle s'impose donc à nous. Cette loi, elle élargit et elle consolide les compétences des régions. Régions, nouvelle taille, évidemment. Cette loi, donc, elle fixe la règle du jeu pour les années à venir et elle fixe les pouvoirs qui sont dévolus aux uns et aux autres, aux régions, bien sûr, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, mais également aux intercommunalités. J'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Suite à la loi portant délimitation des régions, la nouvelle région Aquitaine, Poitou-Charentes-Limousin, son appellation viendra en temps et heure lorsque la nouvelle Assemblée sera élue. Cette nouvelle région sera donc effective au 1er janvier. La carte des intercommunalités, elle est en cours de redéfinition en fonction des critères établis par le législateur et sous l'autorité du préfet au sein de la CDCI. Les choses sont en train de se mettre en place, là encore. Monsieur le préfet, nous nous voyons, je crois, lundi prochain, afin d'étudier et de critiquer éventuellement la carte que vous allez nous proposer, mais après concertation tout de même. Les communes restent la porte d'entrée de la vie publique, elles ne sont évidemment pas remises en cause, je crois qu'il faut le rappeler. Une nouvelle gouvernance va se mettre en place, avec l'appui de la conférence territoriale de l'action publique, instaurée par la loi MAPTAM, du 27 janvier 2014. On est bien dans des contextes législatifs clairement identifiés. Et cette CTAP, elle aura pour objectif de clarifier les compétences de chaque collectivité et en particulier les compétences qui vont demeurer partagées. Puisque là encore, le point sur lequel il y aura discussion évidemment au sein de cette conférence, c'est comment, dans des compétences partagées, comment attribuer, après discussion, après négociation, aux unes ou aux autres, l'exercice de la compétence. Le sujet qui évidemment préoccupe aujourd'hui l'ensemble, qui vous préoccupe, qui préoccupe l'ensemble des élus, c'est bien la présence des services publics dans un espace limousin, qui est un espace que l'on connaît bien, peu dense en population, mais où la volonté d'accéder aux services publics est très forte, peut-être même d'autant plus forte que la démographie en est l'explication. Peut-être même d'autant plus forte qu'une part de notre population, une population âgée, qui a besoin sans doute d'être plus accompagnée encore que d'autres. La fusion des régions, il faut le dire très clairement, ça ne signifie pas du tout la disparition des territoires. La mise en œuvre de la fusion des régions, ça n'est pas quelque chose qui a été improvisé, ça n'est pas quelque chose qui s'impose à nous, tombé brutalement d'un ciel administratif parisien
comme l'orage un soir d'été. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons. La mise en œuvre de cette fusion, elle a été préparée par nous-mêmes depuis maintenant de longs mois, puisque dès le mois de décembre, nous nous sommes rencontrés, mes homologues Jean-François Macaire et Alain Rousset, Poitou-Charentes et Aquitaine, de manière à voir comment nous allions pouvoir procéder de la façon la plus respectueuse possible de nos territoires et de nos agents. Les services ensuite ont procédé à un état des lieux. Ils se sont réunis souvent, les responsables, les directeurs adjoints, les directeurs généraux, les directeurs tout court, pour procéder à un état des lieux et voir comment dans chacune des régions nous intervenions, quelles étaient les interventions régionales propres, communes d'abord, celles qui seront faciles demain à mettre en musique, et puis celles qui étaient propres à chacune des régions, parce que si nous avons évidemment les mêmes objectifs politiques, j'emploie politique au sens noble du terme, si nous avons les mêmes objectifs politiques, il n'empêche que compte tenu de la spécificité de nos territoires, nous les avons mis en place, nous avons mis en œuvre des moyens allant vers ces objectifs, mais qui peuvent être différents d'un territoire sur l'autre. Les services ont donc procédé à cela. C'est un travail que vous imaginez de longue haleine, parce que cela représente des politiques dans tous les domaines d'activité des régions extrêmement nombreuses et différentes. Chaque région, donc, a mis en place, je l'ai dit, ce qui était propre pour répondre aux besoins qui sont les besoins d'un territoire. Nous, en Limousin, par exemple, on a créé des emplois associatifs. Ils n'ont pas été créés ailleurs. On les a créés en Limousin. Et ces emplois associatifs, 609 millions d'euros tous les ans, 600 emplois associatifs, on entend bien que demain, ils continuent. Et on entend tellement bien qu'ils continuent demain qu'on a pris les dispositions pour qu'il en soit ainsi. Et que j'ai expliqué cela à mes homologues qui, effectivement, en ont pris acte et feront donc en sorte que ces contrats, enfin, c'est nous qui faisons en sorte que ces contrats soient prolongés jusqu'en 2020 et qu'au-delà de cette prolongation, donc une réflexion sur une extension raisonnée sur certains territoires de la grande région pourrait se mettre en place. De la même manière, continuité du service, les engagements qui ont été pris dans le cadre du contrat de plan État-région, signé il y a quelques semaines avec le président de la République, mais également les engagements qui ont été pris sur les fonds européens, toutes ces politiques territoriales contractuelles aussi que nous avons signées, nous, région Limousin, avec les territoires du Limousin. Tout cela va continuer, évidemment. Tout cela est en quelque sorte, je n'aime pas bien le mot, sacralisé. Donc là encore, poursuite de l'action publique, poursuite raisonnable et raisonnée de l'action publique, sans remise en cause des décisions qui ont été prises à ce jour. Le point qui, évidemment, interroge, c'est le problème de l'harmonisation, et notamment l'harmonisation des statuts. Alors moi, je vais le dire très clairement, quand on harmonise dans des circonstances comme celle-là, on n'harmonise jamais vers le bas. Il y aura donc harmonisation vers le haut. C'est clair. Il y aura harmonisation vers le haut, progressive, évidemment. On ne va pas, au 1er janvier, comme cela, reprendre ce qui se fait de mieux en Poitou-Charentes, reprendre ce qui se fait de mieux en Limousin, reprendre ce qui se fait de mieux en Aquitaine, et globaliser tout cela. Ça va évidemment nécessiter du temps, le temps de la réflexion, le temps de la coordination, le temps de la mise en œuvre. Mais tout cela se fera, et se fera dans des délais raisonnables que la loi nous donne. Deuxième point, et je vais peut-être dire quelque chose qui est en contradiction avec ce que l'on a entendu. Moi, je ne crois pas une seconde que la fusion des régions permettra d'économiser de l'argent. Je ne le crois pas une seconde. Parce qu'économiser de l'argent, ça passerait nécessairement par la suppression des postes. Or, ça n'est pas la volonté des uns et ça n'est pas la volonté des autres. Je le dis très clairement. Je ne crois pas une seconde que nous économiserons de l'argent dans ce domaine. Je crois par contre que comme nous l'avons fait pour les intercommunalités, rappelez-vous, les intercommunalités, ça va être un moyen de gagner de l'argent. On n'a pas gagné d'argent sur les intercommunalités. Parfois, à la marge, celle qui était très très bien gérée, Limoges Métropole par exemple. Je retire ma phrase. Dis-moi à la fin. On n'a pas gagné beaucoup d'argent. Par contre, effectivement, on a fait beaucoup plus. Et on a fait beaucoup mieux. Moi, quand je regarde, je prends cet exemple du jour, quand je regarde nos voiries, par exemple, transférées, je prends l'exemple de Limoges Métropole, transférées à l'agglo, on fait 50% de plus qu'on ne faisait avant. 50% de plus. À somme égale, à dépenses égales. Eh bien, je pense que la fusion des régions doit nous permettre, parce qu'il y aura plus de cohérence de gestion, parce qu'il y aura sans doute une harmonisation des travaux, doit permettre effectivement de faire en sorte que nous fassions demain plus et que nous fassions demain mieux,
Si nous faisons à moins cher, tant mieux, mais ça ne me semble pas être l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est le service rendu à nos concitoyens. Les services de la région, des régions, ils vont évidemment rester là où ils sont. Vous avez lu, vous avez entendu, vous avez vu ces drapeaux rouges qui s'agitaient, ces drapeaux bleus qui s'agitaient en disant les hôtels de région vont être vides à Poitiers et à Limoges. On va voir des hordes de fonctionnaires territoriaux, valises à la main, fuir sur les routes vers la capitale d'Aquitaine. Je crois qu'il faut arrêter le délire, pardonnez-moi l'expression. Il faut rappeler très simplement qu'il y aura demain à Limoges et à Poitiers des hôtels de région qui ne fermeront pas, qui ne seront pas dépossédés de leur mission, qui continueront à assumer pleinement le service qui est le leur mission au service des habitants. Notre préoccupation aujourd'hui, dans un premier temps, c'est évidemment d'assurer la continuité du service public. Bien sûr, de faire en sorte que nos agents soient payés en janvier, ça me paraît la moindre des choses. Et je vois au pinet du chef les agents concernés, évidemment, et ils le seront, ils le savent bien. Mais de faire en sorte également que les partenaires avec qui nous travaillons, parce que c'est ça qui est aussi important, les partenaires économiques avec qui nous travaillons, les partenaires éducatifs avec qui nous travaillons, les partenaires sociaux, que ces partenaires-là continuent normalement à travailler avec nous. On n'imagine pas demain que nous ne puissions pas, région, continuer à accompagner les entreprises qui investissent, continuer à accompagner les travaux dans les lycées, continuer à accompagner ceux qui, sur les territoires, celles et ceux qui, sur les territoires, font en sorte de développer de l'activité. Donc demain, c'est bien notre préoccupation. Alors, dès le début de cette démarche de fusion, j'ai souhaité, parfois on a crié au fou, j'ai souhaité que les élus, les agents et la population puissent être informés et associés. C'est une volonté que j'ai affirmée clairement dès le principe, dès le début, de transparence et de concertation. Les élus, ils ont travaillé en commission, ils ont pu discuter en commission quant à l'évolution des travaux que nous menions. Les agents, je les ai réunis à la région, je les ai réunis à 4 reprises, tous, à 4 reprises, pour leur dire ce que je savais et pour leur dire aussi, quand je ne savais pas, que je ne savais pas. Je crois que là aussi, il faut que les choses soient claires. On ne va pas inventer des dispositifs quand on ne les a pas encore mis en œuvre, pas encore réfléchis. Donc l'état des lieux, c'est ça aussi, dire aux agents, mais voilà où nous en sommes, puis voilà ce qu'il nous reste à faire. Et voilà quelles sont encore les marges de l'incertitude. J'ai aussi souhaité qu'un comité de dialogue social soit mis en place avec les organisations syndicales. Ce comité de dialogue social, il s'est déjà réuni sous la présidence, sous ma présidence, sous celle d'Andrea Brouille, à plusieurs reprises, et nous allons continuer. Nous avons ouvert un forum sur Internet depuis décembre 2014 pour que les agents puissent s'exprimer et dire, et poser les questions qui sont les questions qui les interpellent, qui sont les questions qui peuvent les inquiéter. Et puis le journal interne relate au fur et à mesure de l'avancée ce où nous en sommes, régulièrement, l'actualité de la réforme territoriale. J'ai adressé un courrier aux agents le 22 juin. Un second des 3 exécutifs a été envoyé lundi dernier, là encore, pour dire où nous en sommes. L'organisation de la future région dépendra de l'exécutif qui viendra. Je rappelle quand même qu'il y a des élections, que c'est bien la démocratie qui s'exprimera et que c'est la future assemblée issue des élections qui aura à déterminer le mode de fonctionnement. Alors, quelques certitudes qu'il faut rappeler. Je suis un peu long, pardonnez-moi, mais je crois qu'il est important de bien cadrer les choses. Quelques certitudes. Premier point, il n'y aura pour les agents, de quelque niveau que ce soit, aucune mobilité forcée, aucune mobilité imposée. Et je crois que c'est important de le rappeler. Deuxième point, les effectifs. Ils seront maintenus sur chacun des sites. Et les ajustements, il y aura fatalement ajustements, se feront entre services. Quand on parle d'ajustement, effectivement, quand on se dit que certains titulaires de postes il pourrait leur être proposé d'autres postes, évidemment, on peut s'inquiéter en se disant ça y est, la révolution est en marche, on va nous bouger. Mais je rappelle simplement que sur les 500 agents du siège aujourd'hui à la région, il y en a tous les ans 70 à 80 qui demandent des mutations internes. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à dire que demain pourrait être proposé à des agents d'autres services, puisque les régions auront plus de pouvoir demain, plus de domaines d'intervention demain. Il faudrait bien qu'il y ait des agents qui répondent à ce besoin.
eh bien, ça peut être pour nos agents une occasion tout à fait exceptionnelle de promotion, et je le dis. Promotion par mobilité interne sans doute, mais également promotion par mobilité sur l'ensemble de la grande région, puisqu'effectivement des postes vont s'ouvrir, et que ceux qui le souhaiteront, et uniquement ceux qui le souhaiteront, pourront concourir et pourront donc bénéficier effectivement d'avancées dans leur carrière. Je crois qu'il faut le rappeler, c'est quelque chose d'important. Une analyse fine, service par service, va nous permettre d'identifier très clairement les postes budgétaires impactés, enfin impactés, j'aime pas bien le mot, mais les postes budgétaires concernés, de redéployer donc à l'intérieur d'un même site en concertation, de recenser les missions nouvelles, et il y en aura, je l'ai dit, d'affirmer le nombre, le positionnement, les responsabilités des personnels d'encadrement. Nous aurons donc, nous ou nos successeurs, auront dès le début de l'année 2016 à négocier un contrat de progrès social, comme cela s'était fait, je le rappelle, lors du transfert des personnels TOS. Rappelez-vous, tout de même, il y a quelques années, on nous avait annoncé les pires des catastrophes. On nous avait dit, vous vous rendez compte, les régions, c'était Raffarin, je crois, qui nous avait fait ce cadeau-là, pardon, monsieur Raffarin, les régions vont être submergées par l'arrivée des TOS. Ils étaient d'État, ils vont devenir régionaux. Vous vous rendez compte le déclassement qu'ils vont connaître. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul personnel TOS qui voudrait revenir à la situation antérieure. Nous les avons très tranquillement, très sereinement intégrés, et je crois qu'aujourd'hui, ils ne le regrettent pas. Un autre point, parce que notre région va être la plus grande, l'Autriche, comparable à l'Autriche, le besoin de proximité sera d'autant plus important. Et ça, c'est quelque chose que je répète sans cesse, et notamment à mes collègues aquitains, plus une région grandit, plus ça nécessite que l'on développe du service de proximité. Sinon, il y aurait évidemment la déconnexion dramatique entre des territoires et une capitale régionale éloignée. On sait ce que donnent les déconnexions dramatiques. On sait ce qu'elles peuvent entraîner en termes précisément de mouvements passionnels, d'une part, mais également de dérives politiques ou politiciennes, d'autre part, exploitées par qui, vous savez. Et je crois qu'effectivement là, il faut que nous soyons vigilants. Vigilants, alors les nouvelles technologies, bien sûr, nous permettront de rapprocher un peu, mais ça ne suffira pas. Il faudra évidemment qu'il y ait sur les territoires, et je l'ai dit tout à l'heure en parlant des personnels des régions, mais même en infra-région actuelle, qu'il y ait sur ces territoires-là des présences publiques régionales, grandes régions fortes, c'est ce à quoi nous travaillons d'ailleurs avec Alain Rousset. Alors, l'une des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est qu'en même temps que s'opère la fusion des régions, s'opère également la réorganisation des services de l'État. Et nous voyons bien que dans l'esprit de beaucoup, parce que c'est compliqué quand même, dans l'esprit de beaucoup, les deux choses non seulement se superposent, mais également se mélangent un peu. Moi, j'insiste bien, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de fusion des régions, conseils régionaux. Il y a la réorganisation des services de l'État. Ce sont deux choses différentes, même s'il y a des points de rapprochement, évidemment, mais ce sont deux choses différentes, et je crois qu'il faut insister. Vous avez lu dans la presse, évidemment, qui a rapporté cela assez fidèlement d'ailleurs, comment les choses évoluent et que les difficultés que l'on a pu rencontrer. Si certaines directions des services de l'État, monsieur le préfet le dira, certaines directions, j'insiste sur le mot direction, c'est-à-dire les personnes, quelques personnes qui dirigent, et pas l'ensemble d'un service, et pas l'ensemble d'une direction. Les directions au sens premier du terme, la direction opérationnelle, donc un certain nombre de personnes, peu nombreuses d'ailleurs. Si cette direction, ces quelques personnes de direction rejoindront Bordeaux, les agents de l'État, eux, monsieur le préfet le rappellera, resteront évidemment en place. Limoges va accueillir le personnel de grande direction de la DRAF. Et vous avez vu, effectivement, la presse l'a relaté, que parfois, il peut y avoir distorsion entre la position de l'État réaffirmée par le Premier ministre, et c'est quand même lui, me semble-t-il, qui commande, et peut-être quelques envies de hauts fonctionnaires d'État qui trouvent que Limoges n'est pas assez bien pour eux et qui préféraient aller à Bordeaux. Vous avez vu ce qui est arrivé à ce fonctionnaire. Un fonctionnaire, ça obéit. Et quand ça n'obéit pas à son gouvernement, ça s'en va. Et c'est ce que nous avons fait, en sorte qu'il s'en aille. Nous aurons en Limousin, à Limoges, l'implantation de la commission du contentieux du stationnement. C'est une juridiction qui est créée par la loi MAPTEM, dont le nombre de contentieux, nombreux, permettra à l'horizon 2018 la création de au moins de 150 postes. Ça veut dire que tous ceux qui agissent les drapeaux de toutes couleurs en disant « le Limousin est mort, les services s'en vont »,
c'est la décrépitude. Quand les Limousins, ils aiment bien pleurer sur eux comme ça, il faut arrêter cela. C'est la décrépitude. Il faut arrêter tout cela. Au bout du compte, quand on aura, c'est à la fin du marché, hein, on compte. Au bout du compte, il y aura plus de postes d'État à la fin qu'au début du mouvement. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut rappeler avec force. La nouvelle région, je reviens à mon propos initial, elle sera ce que nous voulons qu'elle soit. Si nous entrons dans la fusion en pleurnichant, si nous entrons dans la fusion en traînant des pieds, si nous regardons comme nous sommes malheureux, eh bien nous serons malheureux. On n'entre pas dans la fusion des régions, comme le disait le grand philosophe d'Élisa, les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. On entre dans la fusion des régions avec une volonté. La volonté de dire qu'il y a en Limousin un certain nombre d'atouts considérables que nous pouvons valoriser. Et ces atouts considérables, c'est notre université, Madame Polia, par exemple, qui n'est pas ridicule par rapport aux autres. Qui n'est pas ridicule. Vous avez lu dans la presse tout récemment encore que se créent de nouvelles chaires. Ce sont nos pôles de compétitivité qui sont enviés. Le pôle européen de la céramique, excusez-moi, on me rappelle à l'ordre, le pôle européen de la céramique, mais aussi le pôle Elopsis, dont on voit bien quelle coopération elles vont pouvoir nouer avec ce qui se passe en Aquitaine et Poitou-Charentes pour un plus grand développement de ce qui se passe en Limousin. Moi, c'est cette conviction que je voudrais vous faire passer. On n'est pas là pour pleurer, on n'est pas là pour traîner des pieds, on n'est pas là pour dire que demain sera pire qu'aujourd'hui. On est là pour faire en sorte de prendre en main notre destin. Et si on ne le fait pas, nous serons coupables par rapport à nos enfants. Donc aujourd'hui, nous avons à prendre en main notre destin. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement, puis je me rends compte que je me suis éloigné de mon propos, mais je crois qu'il est bon parfois de parler avec son cœur, et moi je vous parle avec mon cœur. Les fonctionnaires, on le sait bien, les fonctionnaires sont souvent caricaturés, sont souvent enviés, presque toujours enviés. Mais je crois qu'il faut arrêter avec cela, là encore. Moi, je veux redire, pour conclure, devant vous, je veux redire ma confiance, la confiance que j'ai aux fonctionnaires dont j'ai la responsabilité, d'une certaine manière, à la région ou à l'agglo, mais d'une manière plus générale, aux fonctionnaires territoriaux qui assurent, moi je l'ai vu dans ma commune ici, dans notre commune, Joël, qui assurent au quotidien un service considérable. Je veux leur rendre cet hommage, et ce n'est pas de la flagornerie que de vous dire cela. Vous êtes aujourd'hui au cœur d'un dispositif qui est un dispositif qui va évoluer, nécessairement, parce que la vie évolue. Et c'est vous qui allez porter avec nous, les élus, la responsabilité de cette évolution, de la réussite de cette évolution. Et moi, je vous le dis très tranquillement, je sais qu'on va réussir, je sais qu'ensemble, les choses vont avancer, je vous fais confiance et je vous remercie. Merci à vous, Gérard Van Den Broek.